Le monde change et les puissances se repositionnent. Au cœur de cette transformation, une voix puissante et engagée, Nathalie Yamb. Dans cette interview exclusive, elle revient sur la conférence Russie-Afrique, un événement clé où Moscou renforce son ambition d'un monde multipolaire. Que signifie ce rapprochement entre la Russie et les pays africains? Comment s'inscrit-il dans le contexte des tensions géopolitiques actuelles? Découvrez son analyse percutante sur les enjeux pour l'Afrique, les défis de la politique occidentale et l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Vous ne voudrez pas manquer cet échange. Plongez dans une discussion qui éclaire les dynamiques d'un monde en pleine mutation. Qu'en pensez-vous? Donc, vous pensez que dans quelques années, peut-être dans quelques décennies, on pourra finalement voir l'Afrique souveraine? Ben, j'espère qu'on y arrivera, en effet, et vous avez raison dans le timeline que vous donnez, parce que aujourd'hui, nous sommes en plein milieu d'un combat, et chacun fait sa part. Il y a des gens avant nous qui ont fait leur part, et nous faisons aujourd'hui notre part. Mais l'éveil que nous avons réussi à diffuser aujourd'hui me permet d'espérer que la prochaine génération d'Africains qui va naître, les enfants de mes enfants, arriveront dans une Afrique en ayant nettoyé tous les paradigmes et le narratif mensonger qui a cloisonné notre vision du monde et de nous-mêmes. C'est-à-dire que nos programmes scolaires ont été écrits par d'autres. Notre histoire nous est racontée à travers les yeux des autres. Et actuellement, ces paradigmes sont forts. Ils sont forts, mais ils sont en train d'être déconstruits petit à petit. Vous avez vu au Sahel où ça peut sembler tout à fait petit comme réforme, mais ça ne l'est pas du tout dans le fond, où on a décidé constitutionnellement de retirer le français comme langue officielle et de le garder simplement comme langue de travail, où on change les noms des rues. Parce que quand vous avez une rue Charles de Gaulle ou une rue François Mitterrand, c'est comme si vous avez une rue Adolf Hitler à Tel Aviv. Ça n'a pas de sens. C'est des gens qui sont venus, qui nous ont tués, qui nous ont éradiqués. Pourquoi vous faites cette comparaison, excusez-moi? Je la fais parce que c'est quelque chose de tout à fait comparable. On est toujours en train de considérer que la Shoah, par exemple, est la chose la plus dramatique qui soit arrivée. Mais l'esclavage et la colonisation ont été très très violentes. Alors je ne veux pas faire de comparaison sur la douleur ressentie par les uns et les autres, mais je veux bien faire des comparaisons sur l'effet que l'esclavage et la colonisation ont eu sur l'Afrique. Et on ne peut pas avoir des avenues, des bâtiments qui honorent ceux qui nous ont détruits, humiliés, décimés. C'est un non-sens absolu. Et autant cela vous choque peut-être quand je dis une rue Adolf Hitler à Tel Aviv, autant cela me choque quand je sors quelque part en Afrique et que j'entre sur l'avenue Charles de Gaulle. Non? Il y a quelques mois, je visitais la République centrafricaine et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des matières dans les établissements d'enseignement supérieur consacrés à la colonisation et à la décolonisation. Donc il s'agit vraiment de quelque chose de très important pour les Africains. Oui, puisque c'est tout un pan de l'histoire qu'on nous a soit caché, soit raconté de façon erronée. Moi-même, quand j'étais plus jeune, quand j'allais à l'école au Cameroun, on avait l'esclavage au programme. Mais d'abord, c'est toujours en fin de programme, donc on n'y arrive quasiment jamais, parce qu'on n'arrive pas à faire tout le programme. Et puis, quand on te raconte, c'est traité en deux chapitres, et puis on vous montre que même les bienfaits de la colonisation. Il y a quand même eu, on vous a apporté la civilisation, vous avez trouvé des gens qui vivaient, qui étaient organisés en société, qui étaient très civilisés d'ailleurs, mais vous prétendez que vous amenez la civilisation. Alors c'est tout ce narratif qu'il faut changer, nettoyer, purger. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous répondez effectivement à des personnes qui le disent en tant qu'argument? Quel argument qu'ils ont apporté la civilisation et des biens pour les pays africains. Comment vous répondez à ce genre d'argument? Moi, aujourd'hui, j'ai un allié qui m'a donné une bonne réponse. Il s'appelle Nicolas Sarkozy.
Et il a expliqué dernièrement lors d'une audition devant le Parlement français que les populations les plus barbares étaient les populations européennes, que c'est la barbarie qui caractérisait l'Europe depuis toujours. Alors comment des barbares peuvent apporter la civilisation? Mais la diminution de l'influence de la langue française, vous le considérez aussi comme un pas dans la bonne direction? Ah oui, absolument. Parce que il faut pouvoir penser dans sa langue. Dès lors que vous utilisez la langue de quelqu'un d'autre, alors c'est bien, hein, je dis pas qu'on ne doit pas apprendre des langues étrangères, mais je pense qu'il est important pour les Africains, spécifiquement les Africains de l'Ouest et de l'Est, parce que quand on arrive dans d'autres parties, on parle le Lingala, on parle le Swahili, on parle le Kinyarwanda, on pratique ces langues-là, mais dans l'écosystème ouest et central en Afrique, quand tu parles une langue locale, on te considère comme pas suffisamment éduqué. Celui qui est perçu comme éduqué, c'est celui qui maîtrise le mieux la langue de quelqu'un d'autre, pas sa propre langue. Et ça, là, il faut le changer. Alors effectivement, il y a beaucoup de langues différentes dans les pays, il faut commencer à trouver un système, mais je pense qu'il y a des voies et moyens, et j'en ai déjà discuté avec plusieurs personnes, pour s'assurer, pour intégrer dans les programmes scolaires l'apprentissage d'au moins une langue nationale partout, dans tous les pays. Ouais. Pensez-vous qu'il y a actuellement un véritable combat des médias qui se déroule actuellement? Oui, je crois effectivement que c'est une vraie guerre. Une guerre informationnelle. C'est une guerre informationnelle, c'est-à-dire que quand on regarde la guerre, il y a la guerre sur le terrain avec les armes, les soldats, mais la communication est devenue une arme de guerre. Les États africains feraient bien de tirer les leçons de ce qui se passe autour, de ce qui se passe d'ailleurs avec la Russie qui nous a invités pour ce sommet. Si on ne s'équipe pas, si on ne se coalise pas, on va pas s'en sortir, parce que la désinformation aujourd'hui, les médias mainstream, comme on les appelle, les médias qui avaient une aura de crédibilité indiscutable dans le passé, sont complètement abandonnés. Et aujourd'hui, chacun cherche ses sources d'information où il le peut, et notamment sur les réseaux sociaux. Et les États occidentaux étaient très confortables en refusant l'accès à ceux qui avaient un discours différent, à leurs médias, et aujourd'hui ils se rendent compte que plus personne ne les regarde, et donc ils sont obligés de venir dans les réseaux sociaux pour se battre avec un autre narratif. Et le pouvoir de l'information est extraordinaire. Vous lancez des accusations farfelues, non vérifiées, et puis ça fait une traînée de poudre, et puis on va dire, ah mais tel régime est en train des civils, on a vu ça au Mali, on lance des accusations qui sont pas du tout étayées contre des régimes ou des gens qui ne nous conviennent pas. Et puis après, il faut ramer pour venir remettre les choses à leur place. C'est une vraie guerre, et il y a besoin d'avoir un état-major, des gens formés, des soldats bien équipés et des États bien équipés aussi. Quel est le rôle de l'Afrique dans cette guerre? Bien, l'Afrique a beaucoup subi la désinformation ou la mésinformation. La raison pour laquelle nous sommes en 2024 en plein milieu d'un combat d'éveil des consciences, c'est parce qu'on a été abrutis pendant des années ou induits en erreur pendant des années par des informations, un narratif mensonger. Et on était du citoyen normal jusqu'à la tête des États, on était dans des réflexes de prendre parti. Alors il fallait prendre parti, et puis comme nous on est du côté des Occidentaux et des Français, donc ce que disent les médias français c'est ça la vérité, et puis ce que disent à l'époque c'était communisme contre, là maintenant on a changé, on parle plus de communisme, mais bon il y a le monde multipolaire, le monde unipolaire, etc. Et aujourd'hui l'Afrique a besoin d'avoir ses propres sources d'informations crédibles, d'être propriétaire, auteur d'un narratif, et de ne pas seulement subir et ingurgiter les narratifs extérieurs, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Il faut qu'on commence nous-mêmes à produire notre narratif. La conférence Russie-Afrique
tenue à Sochi, est bien plus qu'un simple rassemblement diplomatique. Elle représente une étape clé dans les relations internationales contemporaines où Moscou cherche à asseoir son influence en Afrique et à démontrer l'échec des politiques d'isolement imposées par l'Occident. La présence de hauts responsables de plus de 50 pays africains montre que le continent voit dans la Russie une alternative stratégique à l'hégémonie occidentale, mais aussi à la domination économique chinoise. L'idée d'un monde multipolaire, promu par Moscou, séduit de nombreux pays africains. Pourquoi? Parce qu'elle répond à une aspiration historique du continent, s'émanciper des dépendances imposées par les anciennes puissances non coloniales et construire des partenariats équilibrés. Cependant, il faut souligner que cette multipolarité n'est pas exempte de risques. Derrière les discours de coopération et de souveraineté, la Russie poursuit également ses propres intérêts, accès aux ressources naturelles, influence géopolitique et création de soutien face aux sanctions internationales. Dans ce contexte, la voix de Nathalie Yambe est particulièrement pertinente. Elle rappelle que l'Afrique doit saisir cette opportunité avec prudence. Le continent a tout à gagner à diversifier ses partenariats, mais il doit éviter de tomber dans de nouvelles formes de dépendance. Son analyse met en avant un point essentiel. L'Afrique ne doit pas seulement être un terrain de jeu pour les grandes puissances, mais un acteur central de cette transformation. En conclusion, cette conférence marque une dynamique importante dans l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Pour l'Afrique, le défi est double. Tirer parti de cette multipolarité pour renforcer son développement et éviter de répéter les erreurs du passé, en laissant ses intérêts être subordonnés à ceux des grandes puissances. Comme le souligne Nathalie Yambe, l'heure est venue pour les nations africaines de repenser leur position et de prendre les rênes de leur avenir géopolitique.